Merci déjà au Cinéma Le Méliès de nous accueillir ce soir. Merci de nous accueillir dans une journée un peu particulière. Merci à vous d'être venus ce soir malgré les grèves. On est sur un titre bien choisi pour cette soirée. Une journée engagée pour un film engagé. Quand on a créé Arcadia en 2013, on s'est dit qu'on voulait s'appuyer sur la puissance du cinéma pour pousser, on va dire, encourager l'engagement du public. Et quand on a vu ce film, un si beau film, avec un si beau titre, Les Engagés, on s'est dit que c'était tout trouvé pour une séance d'ouverture ce soir. On espère bien sûr que vous apprécierez ce film. Cette semaine, dans le cadre de l'Arcadia Film Festival, il y aura d'autres très beaux films. Ici, au Cinéma Le Méliès, et aussi au Consulat dans le 11e arrondissement. Au Méliès, on aura notamment jeudi le film Aya, avec là encore l'équipe du film et un débat en fin de film. On aura aussi dimanche Riposte féministe, toujours avec l'équipe du film. Aujourd'hui, en fin de projection, on aura la chance d'accueillir l'équipe du film, notamment Émilie Frèche, la réalisatrice, Julia Piaton, que vous verrez dans le rôle de Gabrielle ce soir, et Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France. Donc toutes les trois qui nous font la sympathie et l'honneur d'être là ce soir. Et j'aurai la chance avec Stéphane Goudet d'animer cette séance. En attendant, bon film, profitez bien. On va attendre encore quelques minutes, quelques secondes avant de lancer le film, parce que vous verrez qu'on a quelques caméras qui viendront s'installer en fin de séance pour capter le débat qui sera retransmis dans plusieurs salles en simultané. Donc on doit se synchroniser avec ces salles. Donc normalement, si tout se passe bien, dans 2 minutes à 20h45, le film va se lancer. Bonne soirée, bonne séance. Merci. On va pouvoir accueillir parmi nous la réalisatrice Émilie Frèche. Merci d'être là. Julia Platon, vous avez vu à l'écran il y a quelques instants. Et Cécile Duflot qui nous rejoint, qui était dans la salle, qui découvrait le film ce soir. Merci à toutes les trois d'être là. On va accueillir les salles aussi qui nous rejoignent en direct. Donc on a Alain Bachung à Saint-Julien-en-Sault, on a, je ne vais pas tous les citer, s'il n'est pas là, ça serait Rémi de Provence, Ciné Le Caire, Nalance en Vercors, le Rex de Pontivy et le Ciné Triskel aussi, et les clubs de Villers-Cotterêts. Merci d'être avec nous ce soir pour justement les salles qui sont et les spectatrices et spectateurs qui sont à distance. Un petit mot technique, vous avez dû normalement avoir une interface qui vous permet d'envoyer des questions. Vous pouvez dès maintenant nous envoyer des questions qu'on prendra au fur et à mesure de la soirée. On est parti pour, on va dire, 45 minutes ensemble, si on arrive à contenir toutes les questions du public. Je suis sûr que vous en avez plein. Pour se lancer, peut-être qu'on pourrait proposer à la réalisatrice de prendre un petit peu la parole déjà pour nous dire d'où il vient ce film. Déjà merci Émilie Frèche, merci pour ce film et merci d'être là ce soir avec nous. Et peut-être que vous pourriez nous dire d'où vient ce film, historiquement, comment vous êtes arrivé, c'est votre premier film, et comment vous êtes arrivé sur ce si beau film. Merci à vous de nous accueillir ici. Et, voilà, on est très très heureuse d'être là. Le désir de ce film, il est né avec un article que j'ai lu dans la presse en mai 2018 sur l'affaire des 7 de Briançon. Qui sont des gens du Briançonnais, de la vallée de la Clarée, et qui, pour avoir porté secours, comme ils le font toujours, à des gens qui étaient des étrangers, se sont retrouvés en détention provisoire au Baumettes. Ça m'a paru quand même absurde de faire vivre
le troisième pilier de notre devise républicaine qui est la fraternité, et pour ça d'être puni et privé de liberté. Donc j'ai eu envie d'aller sur le terrain, d'aller voir comment ça se passait. Je me suis rendu compte que c'était vraiment le laboratoire de ce qui se passait en Europe. C'est-à-dire qu'au cœur de l'espace Schengen, qui est le rétablissement de ses frontières, et que deux pays comme la France et l'Italie jouent au ping-pong avec des vies humaines, ça m'a évidemment beaucoup bousculé. Et puis il y a peut-être une raison un peu plus profonde au fait d'avoir fait ce film. J'écris très près de moi dans mes romans. Et j'avais l'impression justement avec le cinéma de pouvoir m'éloigner de l'autofiction. Et en fait, une fois que j'ai eu terminé le film, je me suis rendu compte que ce qui m'avait sans doute appelé dans le traitement de ce sujet, c'était la question de la désobéissance, qu'elle appartient à l'histoire de ma famille, que j'ai des grands-parents qui ont été sauvés parce qu'il y a des gens comme Benjamin dans le film qui ont dit non à la loi, même si les situations ne sont pas du tout comparables et que ce qui se passe aujourd'hui dans ces montagnes n'a rien à voir avec ce qui se passait en 1942. Il se trouve que quand même, mes grands-parents ont été sauvés parce qu'on leur a fourni des faux papiers, on leur a permis de traverser des frontières, et c'est pour ça que je suis là, et que mes enfants aussi. Et donc c'était un moyen pour moi aussi de rendre hommage à cette capacité à un moment de dire, en fait, au nom de mes valeurs, je ne peux pas accepter cette situation. Et donc voilà, c'est pour rendre hommage à ces gens-là que j'ai fait ce film. Vous vous êtes posé la question de savoir si le bon geste sur ce sujet-là, c'était de faire un documentaire ou une fiction, ou votre geste de départ, compte tenu de votre rapport à l'écriture et au scénario précédent, c'était de faire une fiction d'emblée? Moi, j'aime raconter des histoires. Des histoires dans les documentaires. Hein, oui, non, mais je crois que j'aime la liberté qu'offre la fiction, la possibilité de... Et puis j'aime aussi croiser la petite histoire et la grande. Et donc j'ai adoré, dans le cadre de cette fiction, pouvoir rentrer par vraiment une vie humaine, quoi. Un regard, le personnage de David, qui a ses conflits, son histoire d'amour avec Julia qui démarre, et les choses qui s'entremêlent. Parce que ce que raconte le film aussi, c'est combien de temps on peut demeurer heureux dans la petite bulle qu'on s'est construite pour soi, sans que le monde extérieur et ses violences viennent le percuter. Et c'est vrai que cette scène d'accident, je l'ai construite comme ça aussi, comme voilà, un choc où tout d'un coup on est à l'abri dans notre petit cocon. Et puis il y a un moment donné où il y a cet accident au sens latin du terme qui fait qu'on ne peut plus faire comme si la réalité autour de nous n'existait pas. Et c'est vrai que j'avais en tête quand j'ai construit cette scène aussi la photo du petit Elan sur la plage, qui a été une prise de conscience collective parce que cette image était trop choquante. Et c'est un peu ce qui arrive au personnage de David dans le film. C'est-à-dire qu'il a il a connaissance du fait que des exilés passent la frontière parce qu'il habite dans ce territoire et qu'on ne peut pas ne pas le savoir. Mais tant que ça ne nous est pas arrivé personnellement, on peut passer à côté, on peut fermer les yeux. Et c'est vrai que c'est un territoire très particulier, parce qu'il faut savoir que la frontière, elle se situe sur un terrain de golf l'été et sur une piste de ski l'hiver, et qu'il y a vraiment deux populations qui vivent en parallèle, mais qui ne se croisent jamais. Et j'ai essayé de le signifier dans le film avec ces joggers, avec ces types en vélo qui passent à la frontière. Et en fait, on n'est pas nés du même côté du monde et on n'a pas à répondre des mêmes choses. Et donc voilà, c'est cette complexité-là aussi que montre ce territoire. Et Julia, de projeter dans ce film, finalement votre personnage, Gabrielle, se retrouve du côté des engagés un peu malgré elle au départ. Au départ, quand vous avez lu le scénario, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit allez, j'y vais? J'ai tout de suite eu envie d'y aller à travers le scénario. J'ai pas du tout hésité, j'avais envie de
raconter cette histoire. On s'est rencontrés avec Émilie, on s'était rencontrés pas très longtemps avant, peut-être 6 mois ou un peu avant, dans un festival de littérature, on avait échangé un peu. Et ce sujet m'intéressait personnellement. C'est vrai que sur le personnage de Gabrielle, j'avais un peu oui, pas égoïstement, mais j'avais des doutes sur le fait qu'elle ne s'engage pas plus vite. Je trouvais que c'était du temps et ça m'agaçait. Et en même temps, Émilie me rappelait que j'étais une maman avec 2 enfants et qu'il y avait le risque de perdre la garde de mes enfants et que c'était plus grave que tout. Il n'y a pas d'échelle. Enfin, qu'à ce moment-là, pour elle, c'était vraiment très compliqué parce qu'elle est vraiment face à cette décision de s'engager ou pas et les risques que ça engage pour elle. Voilà. Donc, et c'est vrai que, non, moi j'ai trouvé que c'était un tournage très fort. Et quand vous disiez tout à l'heure, quand vous posiez la question à Émilie du documentaire ou de la fiction, qui était quand même un peu particulier malgré tout, et c'est vrai qu'on racontait une histoire totalement fictionnée, mais on tournait dans une ville qui était totalement dans la réalité de ce qu'on racontait. Donc ça, c'était quand même assez particulier, de raconter une histoire qui n'en est pas vraie, enfin, qui en est une tous les jours réelle. Donc on était dans la réalité, dans la fiction en permanence. Cette allée et venue était très troublant, très bouleversant, c'est sûr. Est-ce que ça veut dire qu'on sort des films un peu différents? J'ai cru comprendre que vous y avez passé pas mal de temps sur place, qu'il y a eu des liens qui sont créés notamment avec le refuge. Est-ce que vous avez pu justement, est-ce que vous considérez que vous avez vraiment pu voir la vie des équipes qui sont engagées sur place? Je sais que Émilie souhaitait que vous évitiez d'être de trop connaître la vie des personnes sur place avant le début du film pour avoir gardé un peu cette fraîcheur, justement cette surprise du départ. Est-ce que vous avez réussi à la conserver jusqu'au bout, cette surprise? Non, parce que de fait, la surprise, très rapidement, quand même, on a été dans le vrai refuge, donc on a rencontré les gens. Ils jouent dans le film, et ils jouent dans le film en plus, effectivement. Donc, oui. Après, moi, j'ai pas rencontré tous les gens. Ce qui est bouleversant à Briançon, c'est que presque 50% de la ville est engagée. C'est-à-dire que les médecins, les mamans, après leur journée, il y en a qui vont marauder toute la nuit, etc. Donc on se prend quand même il y a l'échelle du refuge, mais c'est une ville entière qui se retrouve face à cette problématique. Et c'est surtout, c'est ça, moi, qui m'a vraiment sidérée. Après, je n'ai pas suivi de bénévoles, par exemple, en maraude la nuit. On l'a vécu pour de faux, cette maraude, puisqu'on a tourné une séquence de nuit glacée jusqu'à 4h du matin, complètement dingue. Voilà, mais en fait, on touche, on voit ça où tu vis là-bas avec eux et tu vis cette vie. Mais voilà, moi j'ai vécu cette vie pendant 2 mois. Voilà. Et c'était. Oui, bien sûr. Peut-être on peut demander à Cécile Duflot quel regard vous portez sur le film compte tenu de votre connaissance du réel. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans le film et j'allais dire quelle leçon politique on peut tirer d'un film comme celui-là. Et puis déjà aussi la spectatrice, parce que je crois que je découvrais le film. Je l'ai découverte comme spectatrice. Je ne sais pas si on peut tirer des leçons politiques des films. Je ne crois pas d'ailleurs. Je pense que ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il raconte une histoire dont on entend parler beaucoup, dont on entend parler de façon globale. On parle des migrants, les migrants qui viennent par les Alpes, ils viennent d'Italie, donc ils ont traversé la Méditerranée. La Méditerranée, c'est aujourd'hui le lieu dans le monde où il y a le plus de morts issues des migrations forcées. Donc ça, c'est des choses un peu théoriques, qui sont vraies, mais qu'on a du mal à percevoir. Et la force de ce film, c'est qu'en fait, on est avec eux et on ressent une seule histoire, mais une seule histoire, c'est toutes les histoires, parce qu'elles sont toutes similaires. Et du coup, on ressemble, et ce que je trouve vraiment très réussi, vraiment bravo, c'est de montrer que l'engagement, ça a plusieurs facettes, que ça a ses limites, à quel point ça bouleverse la vie, que c'est mieux d'être organisé, c'est très bien écrit par le personnage joué par Catherine Hegel, que d'être tout feu, tout flamme, ça peut mal finir, que parfois on est amis et on finit
deux situations différentes. Enfin, tout ça, c'est pas un film blanc et noir, c'est un film qui montre bien la patte humaine de toute cette histoire. Et oui, c'est normal qu'elle ait mis du temps. Parce que face à tous ces sujets-là en général, ce qui domine, c'est le déni. C'est compliqué quand même, même quand on est ouvert d'esprit, d'être face à un gamin de 15 ans qui a vécu les geôles de Libye. Enfin, faut imaginer ce que c'est, et c'est inimaginable. Et en même temps, c'est d'une telle puissance de déstabilisation que je pense qu'il y a une grande partie des gens qui conduisent à se protéger. Ensuite, c'est une histoire en France qui commence à dater maintenant, hein, parce qu'avant Briançon, il y a eu la Roya, et il y a plein d'histoires improbables. Moi, j'y suis beaucoup allée, et je me souviens d'un ancien chef de la sécurité de Monaco qui, avec sa femme, tous les soirs, apportait à manger en essayant de trouver ceux qui se cachaient sous les ponts, parce qu'évidemment, ils n'allaient pas, à cause du règlement de Dublin, dans les centres de distribution de la Croix-Rouge. Donc, c'est ça que je trouve qui est bien, c'est que ça peut faire venir à cette histoire-là des gens qui tiennent à distance l'aspect théorique de la chose, et qui, du coup, ils rentrent parce qu'ils ont envie de voir un film et qu'on leur raconte une histoire. Et là où c'était très... Moi, je suis une spectatrice vraiment très basique. Hein. Je tombe dans les histoires. D'ailleurs, j'ai dit à Florent, là, je suis quand même pas en super forme. J'ai pas trop envie de pleurer toute la soirée. Et en fait, avant que le film se termine, j'ai eu envie de dire. Et après, il s'est passé quoi? Genre, ils se retrouvent après, comme si c'était vrai, quoi. Et donc, ça prouve que ça marche vraiment. Et en même temps, au début, j'ai tiqué parce qu'il y a plein de petits moments très didactiques, mais faits subtilement pour expliquer ce que c'est qu'être dubliné, donc le règlement de Dublin qui impose qu'une personne qui a été identifiée sur un pays européen doit déposer l'asile dans ce pays. Et donc de glisser tous ces petits éléments, c'était très joliment fait parce que pour le coup, je suis une vraie spectatrice de cinéma et j'aime pas les films too much où on aurait pu faire un doc, mais on fait un faux film, mais c'est quand même tellement gros sabot que ça devient lourdingue, y compris sur des sujets qui me touchent, et c'est pas du tout le cas. Donc je trouve ça chouette parce que je me dis que plein de gens vont s'identifier à Gabrielle, et ils vont faire le chemin avec elle. Et ça va les emmener, ils vont pas être les mêmes en étant entrés dans le cinéma et en étant sortis. Alors je sais pas si c'est une dimension politique, mais je crois que pour moi, c'est la force du cinéma quand il est réussi. Bravo, vraiment bravo. Merci beaucoup. On va bientôt prendre quelques questions du public, donc préparez-vous. Ah oui, il y en a qui sont déjà prêts. On peut se lancer sur quelques questions du public si on a des micros qui sont dans la salle. Non, il y a quelqu'un qui arrive. Il y en a qui sont là. Je crois qu'il y avait une première question d'avant. Juste là. Je glisse quand même parce qu'on n'a pas encore cité son nom, qu'on pense pas mal à Cédric Héroux par ailleurs, quand même une des figures de cette lutte-là. Et son nom m'échappe, et je suis horrifiée que son nom m'échappe, qui lui aussi s'était fait arrêter. C'est lui qui avait d'abord changé une partie de la loi avant que le principe de fraternité soit reconnu, mais cette abrogation du délit de solidarité, comme on l'appelait à l'époque. Et son procès était extraordinaire, il a été jugé à Nice, et il était d'une simplicité totale, et donc il répondait avec beaucoup de franchise. Ça m'a beaucoup fait. Voilà, et on lui demandait, mais alors, pourquoi vous avez décidé de les emmener? Vous saviez que c'était illégal? Il dit, bah non, je n'ai pas réfléchi, ils étaient tout seuls, elles étaient toutes seules dans le froid, je n'avais pas les laisser. Et il regardait le président, il dit, Monsieur le Président, en plus, c'est pas des jeunes filles de 14 ans toutes seules dans le froid comme ça. Enfin, et il le disait avec une telle tranquillité qu'il y avait la force de l'évidence de effectivement ce que ça signifie désobéir. Et le débat est beaucoup à l'heure, et ça je voudrais le dire parce que c'est intéressant de dire qu'est-ce qu'on fait avec la loi. Et à quel moment elle est juste, pas juste, et donc je vais décaler et raconter une autre histoire. En 2004, Noël Mamère marie 2 hommes dans sa mairie. C'est un délit, il est sanctionné. 9 ans après, c'est la loi. 18 ans après, c'est ultra banal. Et donc c'est vrai que ça questionne aussi cette question de la limite de est-ce que c'est légal, légitime, comment on fait bouger les lignes. Ça, je pense que c'est là aussi en filigrane, c'est très transparent. Et effectivement, c'est pas les mêmes histoires que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est le même ressort. C'est le moment où on trouve quelque chose qui s'appelle du courage aussi, et ça c'est fort.
et là-bas, c'est d'autant plus fort que ça vient en conflit avec leurs lois qui sont les lois de la montagne aussi. Et donc ça c'est très puissant et c'est une solidarité montagnarde qui est évidente. Et donc tout d'un coup la loi vient s'opposer à ça, à quelque chose qui est universel, qui est intemporel et qui s'impose de par la dangerosité de la montagne. Et ça dit quelque chose aussi de notre rapport à la nature, voilà, cette solidarité-là, je trouve qu'elle raconte quelque chose qui va au-delà de ce territoire et qu'on devrait appliquer par rapport dans notre lien justement avec la nature. D'ailleurs, c'est une question que je m'étais posée en voyant le film la première fois. On a finalement ce même rapport à ces lois de la nature sur les marins en mer qui recueillent justement des personnes en mer et où la première loi c'est d'aller récupérer la personne qui est en souffrance. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger aussi avec des personnes qui travaillent aussi en mer et de faire le parallèle avec des personnes en mer ou pas du tout? J'ai fait un débat il y a une dizaine de jours avec quelqu'un de SOS Méditerranée et il disait oui, que c'était très compliqué, qu'il n'y avait plus, elle parlait des ports sûrs et que en fait quand on est dans les hautes mers, un port sûr est désigné, c'est-à-dire la possibilité d'aller débarquer quelque part. Et que là, en fait, ça n'existe plus, enfin ça n'existe plus, en tout cas ça leur est refusé souvent, et que donc ils passent des jours à attendre en mer avec des gens qui sont dans des conditions physiques vraiment difficiles, et que ça contrevient complètement aux lois des marins, quoi. Madame. Alors, je voulais doublement vous remercier, d'abord parce que c'est un très beau film. Voilà. Et ensuite parce que je suis médecin à la prison de la santé et ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas les seuls dans ce puissant sentiment d'impuissance face à ces migrants, parce que nous c'est au quotidien. On est confronté à des migrants qu'on soigne et pour lesquels on a peu de moyens sur l'après-prison, sur le relais à l'extérieur. Ça, c'est une vraie difficulté. Voilà, donc merci de faire qu'on se sent moins seul. Et puis, je me posais une question, je me disais, est-ce que le comédien, ce jeune homme-là, n'aurait pas mérité une place moins clandestine sur l'affiche? Benjamin Laverne? Non. Joko. La porte d'entrée du film, c'est l'engagement. Et donc, voilà, on avait envie de mettre aussi ce territoire en valeur, ce trio autour de lui. Et voilà. Je pense qu'on peut dire aussi que dans quelques jours, il y a un livre qui va sortir, oui. qui ressemble beaucoup à oui, cette c'est affiche. vrai. Alors, oui, parce que c'est cet angle-là. Après le film, j'ai travaillé avec une éditrice en jeunesse chez Hachette Roman qui m'a proposé, parce que j'avais fait déjà un livre avec elle sur un film que j'avais écrit sur la radicalisation de 2 jeunes filles qui partent en Syrie, et qui m'a fait la proposition d'accompagner. Et j'ai trouvé que c'était une super invitation à aller creuser justement le personnage de Joko. Et donc j'ai écrit son journal intime. Et donc, en fait, le livre, c'est vraiment des mots sur les silences du film. Tout ce que je ne dis pas de son parcours, je le dis dans le roman. Et voilà, tout le cheminement, toute sa trajectoire depuis la Guinée-Conakry. Et ça sort le 2 novembre. Et je crois qu'il y a aussi le lien avec Lily, la fille de Gabriel aussi. Ouais. Qui oui, parce que c'était super important pour moi dans le film, la place des enfants, même si c'est des petits rôles. Mais on parlait tout à l'heure de ton basculement, Julia. Évidemment que la mort de Joko est une déflagration, mais elle l'est peut-être encore plus chez Lily, qui t'oblige. Et je trouve que, enfin j'espère en tout cas que le film dit aussi que nos enfants nous regardent et qu'ils nous obligent, et que tout d'un coup dans la balance, il y a risquer de perdre la garde de ses enfants qui est terrible évidemment, mais il y a peut-être un risque qui est encore plus grand, qui est de lui donner un exemple nul en fait, et que de montrer à ses enfants qu'on a des valeurs et qu'on se bat pour ça, c'est pas si mal en fait.
Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Ouais, ici. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, bravo pour le film. Je trouve que c'est un film qui montre avec beaucoup de force la tension entre des principes contradictoires dans lesquels nous sommes placés et le fait que, en fait, dans toutes les grandes civilisations humaines, dans toutes les religions et de tout temps, il y a un principe cardinal qui est l'hospitalité. Dans aucune civilisation, en fait, il y a l'absence de ce principe-là. Et c'est tellement vrai que lorsque les politiques xénophobes commencent à s'institutionnaliser par des changements gouvernementaux, ils sont obligés de créer des lois pour criminaliser la solidarité et l'hospitalité. Parce que s'ils ne le font pas, les gens, naturellement, appliquent ces règles ancestrales. Et par exemple, actuellement en Italie, en Calabre, il y a un maire de Mimmo Lucano ça m'a fait beaucoup penser à cette situation-là, parce que donc il est maire d'une commune à Riace, et un jour, les migrants sont mis à arriver sur la plage, et c'était un tout petit village chez lui, qui était en décrépitude, Calabria était parti à la ville, et puis tout simplement, les familles sont arrivées sur la plage, c'était des Somaliens, ils ont commencé à les accueillir, puis après, ils ont commencé à leur dire, prenez les petits ateliers dans la ville, et puis faites des travaux, puis finalement, ils ont redonné vie au village. Il s'est créé une économie, une réactivation de cette vie provinciale dans cette commune. Et du coup, à un moment donné, le procureur et la loi a dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais le maire a dit, mais ça marche. La ville, le village a repris vie, tout le monde est heureux. Il a dit, vous n'avez pas le droit. Donc ils l'ont envoyé en justice et il a pris 13 ans de prison. Et il y a un appel, et l'appel est en cours, là. Et j'en ai parlé avec lui parce qu'il est venu en France récemment, on a fait des soirées, et il dit, je pense que le juge a fait exprès de me condamner à exactement ce que demandait le procureur. Ce procureur, il a requis 13 ans de prison, et le juge, je pense que, selon lui, pour ridiculiser cette loi, pour la ridiculiser, a dit, ok, vous voulez mettre 13 ans en prison pour ça? Ok, il est condamné à 13 ans de prison. Parce que c'est inacceptable, en fait. Et moi, je trouve, juste pour finir, pour revenir à votre film, je trouve que ce qui est fort, c'est quand il y a la scène là devant la juge des affaires pour le divorce, et que le père, Thierry, il dit, mais comment elle peut comprendre, la petite, que c'est pas possible d'accueillir les gens? Il y a une phrase un peu comme ça. En effet, on ne peut pas éduquer un enfant comme ça, c'est pas possible. Un enfant ne peut pas le comprendre. Et là, Julia répond, moi non plus, moi qui suis grande, pour moi non plus, c'est pas simple à comprendre. Et en fait, il y a toute cette articulation entre une évidence qui nous vient de loin et tout un système d'immédiateté qui est très sous la pression de l'extrême droite. Et là, c'est une pression physique qui va terminer en coup de poing physique avec le personnage principal, mais qui en fait nous met dans des retranchements en permanence pour quasiment nous-mêmes nous convaincre que cette tradition profondément humaine, finalement, c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire, alors qu'en fait, si. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et je crois qu'on a des questions à distance. Absolument, ouais. On relaie les questions qui viennent des salles dans lesquelles le film a été projeté en parallèle d'ici. Alors, première chose, on a beaucoup de compliments sur les acteurs, sur le film. Par exemple, Marina qui nous dit acteur magnifique, Corinne qui nous dit Dosser, merci beaucoup d'émotion, etc., etc. Je ne vais pas faire une liste exhaustive. Ah ben si. Vas-y. Il y a pas mal de questions auxquelles vous avez déjà répondu. Et il y a Sarah de Saint-Rémy-de-Provence qui nous demande, lors du tournage du film, avez-vous été confronté à des groupes anti-réfugiés comme dans le film? Non. Non, on n'a pas été embêtés sur le tournage. J'avais demandé à rencontrer le maire. On avait demandé avec la production à rencontrer le maire. On ne l'a pas rencontré. Enfin, il n'a pas donné suite à notre demande. Mais je retourne demain soir à Briançon. Peut-être qu'il sera dans la salle. Qui sait. Mais en tout cas, il avait donné un avis d'expulsion aux gens du refuge qui ont trouvé une solution que je trouve assez sublime. C'est qu'ils ont financé leur lieu, en fait, par cette solidarité. Ils ont récolté les fonds nécessaires pour trouver un lieu. En fait, la mairie, qui était de gauche avant le changement, avant les nouvelles élections,
leur avait mis à disposition l'ancienne maison des CRS, qui était l'ancienne maison des pompiers, pardon. L'ancienne maison des pompiers. D'accord? C'était des CRS? Ah bah voilà, alors voilà, et c'était juste en face de la gare, et c'était vraiment un petit lieu, ils avaient 17 places homologuées, et au plus fort de la crise, ils avaient 160 personnes qui dormaient là-bas, donc c'était vraiment compliqué, quoi. Et donc la mairie leur a envoyé, la nouvelle mairie de droite leur a envoyé un avis d'expulsion, et donc ne leur a rien proposé comme autre lieu. Et ils ont finalement réussi à récolter les fonds nécessaires pour acheter un lieu que Julia connaît, parce qu'elle y est allée, on parlera mieux que moi, mais les terrasses solidaires. Ils ont trouvé un lieu qui était vraiment 4 fois plus grand, qui a été acheté par 3 associations. Alors évidemment, leur crainte, dans l'autre sens, c'était que comme ce lieu était gigantesque, gigantesque par rapport au départ, qui était vraiment tout petit, vraiment tout petit. 4 chambres. Oui, c'est ça, 4 chambres pour 80-100 personnes. Et là, leur peur, c'était que prenant le relais en fait de la mairie, faisant le travail de l'État, en fait, ils se retrouvent avec un endroit qui soit tellement plus grand, etc., qu'il y ait un flux de plus en plus massif de gens et que ça devienne le même problème avec, là, voilà, à nouveau, ça va être trop plein, à nouveau, il y aura trop de monde. Donc, c'est un problème sans fin. S'ils ne soient pas aidés comme ça, c'est... Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont ce lieu, ça leur appartient, qu'on ne peut plus les foutre dehors, donc ça, c'est une très bonne nouvelle quand même. Ouais. Donc on n'a pas été embêtés, mais je voudrais juste dire que quelque chose m'avait beaucoup frappé aussi, c'est la présence policière là-bas, dont j'ai essayé de rendre compte par des sons, par la présence des hélicoptères, etc. C'est très oppressant de voir dans une nature aussi belle autant de gendarmes, autant tout le temps faisant des rondes sans arrêt. Et ce qui m'a beaucoup choqué aussi, c'est que dans l'hôtel où on était logé, il y avait des escadrons de gendarmerie en fait qui étaient là, mais pour un temps court, comme si en fait on ne pouvait pas demander sur du long terme à la police sur place de faire ce boulot-là, parce que en fait la désobéissance elle risquait d'être aussi dans ces rangs-là, et de faire venir des gens d'autres territoires. Enfin, ça m'a beaucoup choqué, quoi. Moi, je veux ajouter, parce que nos collègues d'Oxfam Italie ont publié un rapport exactement sur la manière dont travaillaient les forces de sécurité, on va dire de manière globale, entre gendarmerie et police, à la frontière, avec des choses très graves, effectivement des choses qui ne peuvent être que choquantes, c'est-à-dire que les mêmes qui parlent de respect de la loi, ils raccompagnent, entre guillemets, de l'autre côté de la frontière, des femmes enceintes, n'importe quoi, n'importe comment. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont des obligations de faire c'est pas des expulsions, enfin des refus d'intégration du territoire. Mais certains, en fait, ils ont 4 refus d'intégration du territoire. Donc en fait, on additionne les chiffres, on dit on a réussi à empêcher tant de personnes de rentrer, mais en fait parfois c'est 5 fois, 6 fois la même personne. Et je pense qu'effectivement, y compris les policiers et les gendarmes savent l'absurdité de ça. Et ce qu'il faut dire aussi, alors ça se raconte moins, et c'est normal, et les responsables des associations n'en parlent pas beaucoup, mais le fait que des gendarmes ou des policiers ferment les yeux en disant non, non, chef, j'ai ouvert le coffre, il n'y a personne, ça arrive tous les jours. Il y avait un article la semaine dernière dans la vallée de la Roya qui raconte que Cédric Herrou s'est fait contrôler, et il y a l'ouverture du coffre, il y avait quelqu'un dans le coffre, et il a refermé en disant il n'y a personne. Et ça arrive en fait beaucoup plus souvent que ce qu'on croit, de façon beaucoup plus discrète. Mais ce qu'il ne faut pas oublier du tout quand même quand on parle de ce débat, sur le nombre, sur la manière dont intervient l'extrême droite, etc., c'est surtout très visible, et l'idée c'est de polariser le débat, mais en vrai ils ne sont pas beaucoup présents sur le terrain, ils viennent d'ailleurs, ils se mettent en scène. La sensibilité de la population, en fait, on l'a vu à Calais, elle dépend justement de la manière qu'on a d'accueillir ou pas les gens, et c'est dit de façon très brutale en disant sinon ils seraient dans la rue, il y aurait des maladies, et puis il y aurait du vol parce que les gens auraient besoin de manger. Donc ça, tout le monde l'entend bien. Mais la deuxième chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est une toute petite partie des migrants qui arrivent en Europe. L'immense majorité des migrants
africains restent sur le territoire africain. L'autre chose que je me dois de dire, et peut-être qu'un jour il y aura un film là-dessus, mais là pour le coup je pense que ça soulèvera le cœur, c'est que un des éléments pour freiner l'arrivée d'un certain nombre de personnes sur le sol européen a été la mise en place de ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des camps, tout simplement, dans lesquels les personnes sont interdites de sortir sur les îles grecques, financées par l'argent de vos impôts, de nos impôts, de l'Union européenne, dans des conditions indignes. Mais indignes, pire, j'ai eu l'occasion, de par mon métier, d'aller dans beaucoup de camps de réfugiés partout dans le monde, au Liban et même au Burkina, dans des conditions qui sont bien pires que celles qu'on peut trouver en Jordanie, bien pires, et inhumaines. Et ça aboutit à l'incendie du camp de Lesbos, où il n'y a pas eu de mort par miracle, il faut dire les choses. Mais ça, je pense qu'un jour, pour le coup, ceux qui sont enfants aujourd'hui nous demanderont des comptes, parce qu'on laisse faire une situation scandaleuse. Il y a quelques jours, on a trouvé des réfugiés nus à la frontière de la Turquie. Enfin, quand on oblige aussi un certain nombre de personnels de forces de sécurité à mettre en œuvre des ordres non seulement injustes mais absurdes, on peut aboutir aussi à une forme de dérive de la part de leurs pratiques, et c'est ce qui avait été documenté dans le rapport d'Oxfam, où, en disant qu'on en a marre de leur courir après, les policiers ont volé les chaussures en leur disant si tu marches pieds nus, tu marcheras moins vite. Donc, quand on met les gens dans cette situation-là, y compris les professionnels des forces de sécurité, on aboutit aussi à des abus qui ne sont pas forcément politiques, qui sont aussi le résultat de l'absurdité, de la pression et de la violence en fait que crée simplement le fait de devoir accompagner au milieu de la montagne des femmes enceintes. Finalement, on polarise aussi la réaction potentielle des forces de police face à une situation qui, certaines personnes qui peuvent avoir l'occasion justement d'ouvrir le coffre et de le refermer sans rien dire, et d'autres qui se retrouvent dans des situations extrêmes. C'est une des forces d'Oxfam d'avoir les pieds sur le terrain et les pieds aussi auprès de, par exemple, la Commission européenne pour pouvoir porter des messages justement pour changer, on va dire, les règles là-dessus. Oui, alors nous on travaille, Oxfam est une organisation qui historiquement, la naissance d'Oxfam c'est 1942 et c'est une réaction des professeurs et des élèves d'Oxford contre le blocus allié des îles grecques où meurent des personnes âgées et des enfants par manque de nourriture et de médicaments. Et ils disent en fait le blocus est scandaleux, donc il y a à la fois un travail de collecte de fonds pour apporter des vivres et des médicaments et de pression sur le gouvernement pour dire cette méthode militaire du blocus c'est une méthode contre les populations civiles. Donc depuis tout le temps, on continue de faire ça, c'est-à-dire à la fois d'être présent, par exemple, à Lesbos et d'être présent en Italie, à d'autres endroits comme ça, et puis de raconter, d'essayer d'expliquer. Mais nous, on fait des rapports, on publie des données, ça peut sembler parfois un peu tellement vaste et tellement global qu'on ne perçoit pas, et c'est pour ça que je trouve qu'on est très content d'être partenaire de ce film, que de raconter juste une histoire et deux personnes, et de montrer aussi que l'engagement c'est le bordel. Il faut dire la vérité, ça chambarde la vie, ça pose plein de questions, c'est compliqué quand on est deux et qu'on n'est pas complètement en phase, c'est de toute façon fatigant, ça fait peur, et donc ça ne magnifie pas non plus l'engagement, et ça c'est bien parce que c'est la vérité. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que tout ça, c'est pas une fatalité, en fait. Et de la même manière que si on organise l'accueil des gens, on peut le faire très bien. Ce qu'avait fait Damien Carême à Grande-Sainte, c'était de dire, écoutez, les gens, ils sont dans la boue. N'importe où dans le monde, on sait faire des camps de réfugiés. Donc, il avait demandé à une organisation humanitaire de monter un camp d'urgence pour faire la démonstration qu'on pouvait le faire. Mais effectivement, normalement, très clairement, c'est une responsabilité de l'État. Et l'État, là, ne respecte pas du tout la loi qui impose la mise à l'abri de ces personnes dans l'attente de l'examen de leur demande d'asile. Du coup, c'est souvent les maires qui réagissent et il y a le réseau des villes et villages accueillants du coup, qui essaient de se coordonner justement pour essayer de prendre le relais comme le font les organisations sur le terrain. Je me tourne vers la salle parce que je vois l'heure qui tourne. Monsieur. Ici. Bonjour, merci beaucoup pour ce film. Il était super beau. Et je me posais deux questions, j'en profite du coup pour poser deux questions. La première, c'est, je vois sur l'affiche, avec liberté, égalité et humanité. Donc qu'est-ce qui fait qu'on a remplacé, si ça a été remplacé, fraternité par humanité? Et la deuxième question, vous disiez tout à l'heure, et l'une et l'autre, que vous avez passé beaucoup de temps à Briançon, et que sur place, vous avez constaté un engagement très très fort de la part des populations locales, on va dire ça comme ça.
Et moi, j'essaie de faire le parallèle avec les personnes qu'on a ici à Paris, et c'est pas quelque chose que nous, en tout cas que moi je constate, ce fort engagement, alors même que on voit sur le périph' et un petit peu partout des personnes qui ont un parcours de migration. Et voilà, je voulais savoir si selon vous, il y avait un truc à creuser qui pourrait expliquer une différence d'engagement suivant là où on est. Alors, sur l'affiche, ça a été si je ne me trompe pas, Laetitia, une proposition du distributeur et qui nous a beaucoup séduite parce que ça ramenait les choses à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on n'est même pas au niveau de la fraternité, là, on est juste au niveau de l'humanité, de sauver la vie de quelqu'un, en fait. C'est de ça dont il s'agit là-bas. Dans le film, à un moment, si vous vous souvenez, cette scène où un réfugié au refuge montre le chemin de la douche au personnage, et cette personne s'appelle Mamadou, et c'est un exilé qui a traversé plusieurs fois au col de l'échelle. La dernière fois, il a failli laisser sa vie, il a été sauvé vraiment in extremis. Et quand je suis arrivée ce jour-là sur le plateau, j'avais vu un documentaire sur lui, mais je ne l'avais pas reconnu. Et donc je me suis approchée de lui pour le saluer, et je lui ai demandé s'il pouvait retirer ses chaussures pour donner un peu de vie à la scène, et pour pas rester statique. Et il m'a dit oui, je peux le faire, mais j'ai 2 prothèses. En fait, il avait été amputé. Il a perdu ses 2 pieds, en fait, dans cette montagne. Donc oui, c'est même pas une question de fraternité, en fait, c'est vraiment une question d'humanité, de se dire on peut pas... Et puis, on peut pas laisser des gens mourir, parce que c'est vraiment de ça dont il est question. Et je pense que c'est d'autant plus fort pour les gens qui vivent là-bas que ces montagnes, c'est aussi un lieu qui est une source de joie, d'épanouissement, de beauté. Le film s'ouvre sur ça. Et c'est pas possible que ça devienne, après la Méditerranée, le 2e cimetière de l'Europe, quoi. Et sur la question de l'engagement, je crois que c'est inscrit dans leur culture de par le fait que ce sont des montagnards. Je pense que la solidarité en montagne, elle est enseignée depuis toujours aux enfants, depuis qu'ils sont tout petits, quand ils partent en randonnée. Enfin, voilà, ce qu'on appelle l'esprit de cordée, en fait. Et il me semble que ça joue quand même beaucoup, parce qu'en fait, c'est quoi la différence? Pourquoi on n'aiderait pas ces gens? Parce qu'ils sont noirs. Enfin, je veux dire, en montagne, on ne demande pas aux gens leurs papiers, parce que tout d'un coup, ils sont tombés dans une crevasse. Donc, je crois que c'est des gestes qui sont innés, comme le fait que les refuges restent ouverts pour celui qui a besoin de s'arrêter, de passer une nuit, de se reposer. Et que, évidemment, on n'a pas le même rapport à cette solidarité dans des territoires urbains. Après, les choses à creuser... Non, mais en plus, moi j'ai plutôt l'impression, mais c'est peut-être parce que le parcours du film fait qu'on est amené à être parfois souvent face à des gens que le sujet intéresse et qui sont déjà eux-mêmes, en fait, très concernés par la question. Enfin, quand même, je pense que globalement... il y a quand même beaucoup de gens qui se bougent, en fait, et qui aident les autres. Moi, je suis surtout étonnée par ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés, chacun à une petite échelle, mais qui font des choses. Et peut-être qu'en effet, à Paris, c'est violent. Dans les grandes villes, c'est plus difficile parce que on est beaucoup plus nombreux. Mais je pense qu'il y a autant de gens, d'une certaine façon, qui sont engagés à Paris dans diverses associations. À Briançon, pour répondre à votre question, la situation est très frontale, tout simplement parce que c'est ce problème-là, sous leurs yeux, tous les jours. C'est 40 personnes qui arrivent dans une ville qui n'est pas très grande. Donc c'est très visible, au même titre que les camps sur le périph' le sont pour nous. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas autant de gens à Paris qui sont engagés qu'à Briançon. Enfin, je pense que... Et puis moi j'aime dire qu'il y a 1000 façons de s'engager, on a chacun une autre façon de s'engager. On parle beaucoup des questions. Une première manière de mettre le pied à l'étrier, il y a la question de est-ce qu'on, individuellement, est-ce qu'on a la force d'aller ensuite vers l'autre, s'engager collectivement et de s'engager aussi pour l'autre. Et
en ça, effectivement, on a tous notre manière d'y aller. Je me tourne encore une dernière fois vers la salle parce que je crois qu'on a encore le temps d'une dernière question, s'il y en a. Une dernière au centre, ici. Moi, je me posais la question de leur devenir. Est-ce qu'on a, là, parce que là, on les voit arriver, repartir, est-ce qu'on a une idée de leur devenir, de combien d'entre eux ont pu être mis dans une situation moins désastreuse? Est-ce qu'on a un peu une idée de tout ça ou... Oui, on a une idée des chiffres, mais là, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je sais que je l'avais, donc je ne sais pas si c'est 11 000 personnes ou en tout cas, le chiffre, je l'ai eu. Là, j'ai un trou, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Ce que je sais aussi, c'est que c'est un lieu de passage. C'est pour leur offrir un moment de repos après la traversée des Alpes, et qu'en général, ils partent ailleurs où ils ont des liens, des gens qui les attendent, de la famille ou des connaissances. Pas forcément toujours en Angleterre, d'ailleurs, ça a été le cas à un moment, mais... c'est vraiment ces 5 jours, en fait, le refuge. Il reste le temps dont ils ont besoin pour... mais c'est un temps assez court, en fait. D'abord parce que c'est pas un endroit où on a envie de rester. Hein. La promiscuité est quand même... Enfin, en tout cas, quand moi j'y étais dans les anciens locaux, parce que je connais pas les nouveaux, mais c'était très exigu, il y avait peu de place, énormément de monde. C'était des conditions quand même difficiles, quoi. Et c'est toute l'absurdité du système aussi, où on a justement un règlement de Dublin qui finalement a tendance à arrêter les personnes juste à leur point d'entrée, alors qu'il y en a une grande partie qui potentiellement peuvent aller rejoindre d'autres personnes. Et puis on a une telle force de ces personnes qui ont vécu très souvent l'horreur et qui sont pas arrêtées là, et qui ont vocation potentiellement à aller s'ancrer quelque part. Et donc leur objectif, c'est clairement pas de... Ouais. Et Briançon souffrait aussi du fait que les autres villes ou les autres villages ne prenaient pas leur part dans cet accueil, et que tous les exilés transitaient par Briançon, ce qui était compliqué en fait. Et ils se battaient beaucoup. Moi, j'avais beaucoup échangé là-dessus avec les bénévoles pour essayer que les autres mairies alentours acceptent d'être solidaires. Et c'était compliqué. C'était compliqué. Ils partent clandestins. Ben, pas forcément, ils rentrent dans une procédure de demande d'asile. Ils rentrent. En fait, ce qui est hallucinant dans cette région, c'est ce que j'ai tenté de raconter dans le film. C'est-à-dire que c'est comme si en fait la frontière n'était pas une ligne, mais était une bande de 10 km dans laquelle les forces de l'ordre se sentaient autorisées à ramener les exilés de l'autre côté de la frontière, et en disant que c'était une non-admission sur le territoire et pas une reconduite. Donc, sauf que quand ils sont arrivés à Briançon et qu'ils sont pris en charge par l'association Tous Migrants et par le refuge, ils rentrent dans une procédure. Donc les situations sont complètement ubuesques. Moi, la première fois que je suis allée à Briançon, donc c'était en août 2018, j'avais pris une chambre d'hôte à Montgenèvre, donc qui est la station de ski à la frontière. Et la propriétaire de ce lieu, je lui dis, voilà, le sujet m'intéresse, je m'intéresse au refuge, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, etc. Donc elle me donne un contact, elle me dit, il faut appeler Anne, qui est une ancienne éducatrice spécialisée, qui est très engagée au refuge, voilà, appelez-la, etc. J'appelle, elle me dit, venez boire un café à la maison. Donc on y va, on va boire un café chez elle, et elle me dit, dans la nuit, là j'ai 2 jeunes, ils viennent d'arriver, bon je suis en galère parce que ma voiture a été repérée, tout ça, vous voulez pas les descendre au refuge? Donc je lui dis ok. Donc ils montent dans ma voiture, on descend, j'étais avec mon mari, et donc on descend, et puis sur la route des 10 km, on voit une voiture de gendarmerie, 2 voitures devant nous, une autre derrière. Je prends conscience, là, je me dis, en fait, là, je peux me faire arrêter. Donc. Enfin, j'ai été mise dans le bain de cette histoire immédiatement.
Et là, on arrive au refuge, on est en face de la gare. Ces 2 mineurs sont pris en charge par les bénévoles. On leur fait remplir une fiche de signalement en tant que mineur isolé. Et Anne me dit, alors ce qui serait bien maintenant, parce qu'on manque de bras et tout ça, c'est que tu les emmènes au commissariat. Et je lui dis, mais je comprends pas. Parce qu'en fait, là, il fallait que je les cache des gendarmes. Et maintenant, il faut que je les emmène à la gendarmerie. Ben, ils vont pas se faire arrêter. Ah ben non, parce que là, ils ont rempli la fiche. Donc, ils sont rentrés dans une procédure. Cette procédure les protège. Ils doivent laisser leurs empreintes. Parce que sinon, ils ne peuvent pas aller à l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire au conseil départemental à Gap, pour faire cette demande de reconnaissance de minorité. Et j'avais trouvé ça mais tellement absurde en fait. C'est-à-dire que pendant 10 km, on se cache, et puis ensuite, on se présente au commissariat avec ce papier. Donc, c'est aussi ça, cette réalité. Et donc, pour revenir à votre question, les mineurs font cette démarche. Donc après, ils sont entendus. Et en fonction beaucoup de leur parcours, ils sont reconnus ou pas comme mineurs. S'ils sont reconnus comme mineurs, ils ont droit à une mise à l'abri et à être scolarisés. Et puis, quand c'est pas le cas, ils rentrent dans une procédure de demande d'asile où ils restent clandestins, non? Alors, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, le règlement de Dublin dit que si c'est des mineurs, j'ai oublié, ils peuvent déposer une demande d'asile où ils veulent. Donc même s'ils ont déjà été identifiés en Italie, ils ont le droit de déposer une demande d'asile en France. Mais là aussi, on rentre dans des espèces de situations ubuesques. Et c'est pour ça que moi, j'ai plein d'exemples pour tous ceux qui brandissent le droit et que le droit. Du moment où le droit est complètement foldingue, et notamment, je suis occupée d'une jeune fille qui avait été donc reconnue non mineure pour pas bénéficier de l'aide sociale à l'enfance. Mais comme elle avait ses papiers, et malgré ses papiers, elle a eu une ouverture de droit à l'AME, par MSF au titre de ses papiers d'identité, mais du coup ça la reconnaissait mineure et du coup elle était scolarisable et du coup l'éducation nationale a accepté de scolariser une jeune fille que l'aide sociale à l'enfance ne prenait pas en compte parce qu'elle était soi-disant mineure, soi-disant majeure, mais pour l'éducation nationale elle était mineure. En revanche, problème, pour scolariser un mineur à l'éducation nationale, il faut l'autorisation de ses parents ou du juge qui attribue la responsabilité et l'autorité parentale à un tuteur. Mais le juge ne peut pas attribuer l'autorité parentale à un tuteur puisqu'il a pensé que la personne était mineure. Néanmoins, elle a des papiers majeurs. Néanmoins, elle a des papiers d'identité qui disent qu'elles sont mineures. Donc, il y a plein de moments où on arrive, on prend un air d'autorité, on dit que si, c'est nous, et que voilà. Donc, dès qu'on commence à rentrer sur ces sujets-là, on ouvre une espèce de boîte de Pandore d'hypocrisie générale dans tous les sens. La chose qu'il faut retenir quand même, c'est que l'immense majorité de ces personnes qui ont réussi à venir jusqu'ici, elles ont, je ne sais pas ce que c'est comme compétence, mais il n'y en a aucune qui a vécu un parcours simple. Que ce soit le moment de l'arrachement à la famille, mais la traversée de la Méditerranée, la Libye, c'est juste un enfer sur terre, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et que même quand ils sont dégoûtés, parce que c'est ça qui peut arriver, effectivement, ils ne partent pas. Donc vous avez des ministres de l'Intérieur divers et variés qui poussent des hauts cris là-dessus. La vérité, c'est que c'est des gens qui travaillent. Et la vérité, c'est que c'est des gens qui travaillent dans des emplois où on est parfaitement au courant. C'est ceux qui nettoient tout un tas de restaurants ou de collectivités la nuit, avec des vrais faux papiers, c'est-à-dire qui sont dans les tablettes d'entreprise parfaitement déclarées avec des papiers qui ne sont pas les leurs, mais tout le monde est bien content, ils travaillent 40 heures, ils sont payés 600 € par mois. C'est un secret de polichinelle, c'est-à-dire que dès qu'on connaît ces personnes, on voit très bien ce qui se passe, et on voit que quand ils sont régularisés, ils sont virés, parce qu'en fait, on préfère quelqu'un qui travaille 40 heures pour 600 €. Et ça, je me dis que des fois, on devrait pouvoir réussir à montrer ça aussi. À montrer que ceux qui, aujourd'hui, alors, ils ont eu différentes fonctions. Hein, c'est ceux qui nous faisaient ouvrir nos sacs pendant très longtemps à l'entrée des magasins. Ensuite, du jour au lendemain, le risque terroriste a disparu. Du coup, ils nous ont mis du gel hydroalcoolique sur les mains, les mêmes. Mais pour l'immense majorité d'entre eux, et il faut lire le livre, son auteur m'échappe, son titre, c'est Assis debout, je crois, qui raconte ce que c'est qu'un métier tous ces métiers du monde des sans-papiers qui sont en France depuis des années et qui travaillent tous sans exception, et qui sont ceux qui assurent la sécurité. Et je le dis de façon détendue, j'ai été ministre il y a 10 ans maintenant,
Et je me suis rendu compte qu'une des personnes qui faisait la sécurité du ministère remplaçait son cousin, c'est ce qu'il m'avait dit. Il ne remplaçait pas du tout son cousin, il avait utilisé, et que le ministère de la Grande République française était gardé par un homme qui était manifestement pas titulaire du tout des papiers d'identité, puisque comme on a voulu supprimer les fonctionnaires, ce sont maintenant des sociétés privées de sécurité qui mettent des appels d'offres au prix le plus bas, qui gardent les ministères. Donc la vie, dès qu'on met le doigt dans cette histoire, on découvre une espèce de continent à la fois passionnant et rageant, et ce qui rend encore plus d'ailleurs libre vis-à-vis de tout un tas de discours xénophobes, parce que le nombre, ça pour le coup, hein, le nombre de donneurs de leçons qui hurlent sur la soi-disant légèreté avec laquelle on ne renvoie pas les gens à la frontière, mais qui font garder leurs enfants ou nettoyer leur maison par des femmes philippines qui sont sans papier, ben, je peux vous dire que ça, pour le coup, il y en a même certains auxquels je pense nominativement, et qui, quand on commence à s'approcher trop près, flippent et demandent donc aux gens de gauche, parce qu'ils savent comment on peut faire pour faire régulariser quelqu'un vite fait sur le gaz, si possible. Donc cet univers-là, vraiment, je pense qu'on est au summum du pompon, de l'hypocrisie, et il faut pouvoir le raconter, et c'est ça qui est chouette dans ce film, c'est que c'est raconté à hauteur d'humain. Voilà. Et merci beaucoup, parce qu'en fait, j'avais peur de pleurer, j'ai pas pleuré, j'étais contente, je me suis dit, pourvu qu'il y en ait plein qui voient ce film et qui comprennent, et c'est très très bien de raconter, c'est que parfois, en fait, on choisit pas de s'engager. C'est ça pour beaucoup de gens, et beaucoup de gens à Paris. Il y a beaucoup de gens qui sont mis à s'engager à Paris parce que ça s'est retrouvé au pied de chez eux. Voilà, et qu'à un moment, bah, on a le choix entre rien faire mais l'avoir sous les yeux et agir, et y compris des gens qui n'avaient pas intellectualisé la volonté de s'engager dans une association, bah, le nez sur le sujet, ils prennent la question à bras le corps. Même si Émilie, il y aurait de quoi faire un film avec, sans doute avec Cécile et avec ses expériences au ministère, je pense qu'il y a peut-être la suite qui a fait là-bas. Sur ce film, il n'est pas encore sorti en salle, il sort dans quelques semaines. 16 novembre. 16 novembre. Il y a une distribué par Tandem, on les a pas remerciés encore. Ah mais c'est prévu. C'est prévu, j'imagine. C'est prévu, bien sûr. Et il y a une campagne d'impact qui va arriver avec. Qu'est-ce que c'est donc une campagne d'impact? Qu'est-ce que vous allez chercher avec ce film? C'est l'idée qu'on puisse sortir du film et justement avoir envie de s'engager, de faire des choses. Et donc on a créé un site qui s'appelle lesengagés-lefilm.com, dont je suis très fière, où dessus on peut cliquer sur s'engager, il y a plein de propositions, des petites choses et des choses plus grandes, et il y a surtout le lien avec toutes les associations partenaires. On a 7 associations. Donc Oxfam, la CIMAD, Amnesty International, École pour tous, What is That. Et donc voilà, et on s'est donné un objectif qui est celui de faire bouger les choses sur la présomption de minorité, parce que moi ce qui m'importe surtout, et vraiment quand j'ai choisi le personnage de Joko, c'était très important pour moi, parce que c'est ce que je vois quand je regarde le film, enfin quand j'avais le film dans ma tête, c'est que je vois pas un étranger, je vois un enfant. Et donc on s'est dit, si au-delà de l'objet cinématographique, ce film peut faire bouger les choses, on voudrait que les choses bougent au niveau de la présomption de minorité et du respect de la loi en fait, c'est-à-dire de la mise à l'abri immédiat des enfants. C'est pas possible que dans notre pays, il y ait des enfants qui, après tout ce qu'ils ont traversé, se retrouvent sur notre sol à vivre encore des situations pareilles. J'étais au Parlement européen la semaine dernière. Le fondateur d'École pour tous était avec nous. Donc ils sont 2 à avoir fondé cette association. Et donc c'est un ancien mineur isolé. Et il nous expliquait qu'il n'avait pas été reconnu. Donc pareil, il a raconté donc au Parlement qu'il avait perdu son frère dans les prisons libyennes, qu'il était passé par la Libye, qu'il avait traversé la Méditerranée, etc., l'Italie, et qu'arrivé à Créteil, comme il n'avait pas été reconnu comme mineur, il avait passé 7 mois sous un pont. Il a vécu 7 mois sous un pont, et il a finalement réussi par un contrôle osseux, des radios osseuses,
à être reconnu comme mineur à 17 ans et demi. Et je vous invite à, si vous voulez aller l'écouter, j'ai posté son intervention, et c'est sur mon compte Instagram, Émilie Fraîche, sur Instagram. Et vraiment, c'était bouleversant de l'écouter, quoi. D'écouter ce qu'il avait traversé. Donc voilà, c'est ça la campagne d'impact. Je vous encourage vraiment pour aller plus loin, parce que je vais avoir le mauvais rôle de dire que c'est l'heure, d'aller sur le site, donc, et je suis sur la mauvaise page, lesengagés-lefilm.com, c'est bien ça. Exactement. Effectivement, il y a plein de belles choses. École pour tous, c'est une très très belle organisation. Enfin, moi, je sais que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer. Il y a aussi, je ne sais pas s'il y a des professeurs dans la salle, mais il y a aussi un dossier pédagogique à télécharger qui est vraiment béton. Et qui a été fait en partenariat avec les associations et avec Tandem. Et voilà, parce que je trouve que c'est un sujet aussi qui touche les ados, et il y a plein d'entrées possibles dans leur programme, que ce soit en 4e ou en seconde, donc c'est intéressant aussi. Tout à fait, et aussi parlez-en de ce film, parce que quand ça sort en salle, un film, c'est important, et qu'il y a un public assez rapidement qui arrive, et puis effectivement, c'est un film qui peut avoir une belle vie aussi par les publics scolaires, donc allez-y. Merci beaucoup Émilie Fraîche, merci beaucoup Juliette Japon, merci beaucoup Christophe. Un grand merci aux spectatrices et spectateurs ici et dans l'ensemble des cinémas qui nous suivaient ce soir. Un grand merci bien évidemment au cinéma Le Méliès qui nous accueille, à tous les cinémas qui ont retransmis en direct le film. Un grand merci à Tandem pour la distribution, à Chapka et à EcoStudio aussi sur la production. Un grand merci aux équipes techniques du Méliès de Culte aussi, qui nous a permis de streamer en direct ce débat dans les différents cinémas, et aussi à l'équipe du Gros Direct qui est juste là. Merci, et puis bien évidemment aux bénévoles de l'Arcadia Film Festival qui étaient là ce soir. Bonne soirée, et puis parlez du film, et à jeudi ici pour Aya. Au revoir.